dans ces camps de fortune que ces Birmans passent la nuit. Certains ont des tentes, mais beaucoup, y compris de jeunes enfants, dorment à même le sol, en essayant de rester aussi loin que possible des bâtiments, par peur de nouvelles secousses. Je ne me sens pas en sécurité. Il y a des immeubles de 6 ou 7 étages à côté de ma maison qui penchent et ils peuvent s'effondrer à tout moment. J'ai peur, je vis avec mes petits-enfants, nous sommes venus passer la nuit ici. À Mandalay, deuxième ville du pays et l'une des plus touchées par le séisme, l'aide humanitaire peine à affluer. L'Agence américaine pour le développement a envoyé une équipe sur place et débloqué 2 millions de dollars. Une somme qui paraît faible au moment où cette organisation souffre de coupes budgétaires massives et pourrait être démantelée. Je rejette l'idée selon laquelle il y a un lien explicite entre le déploiement difficile de notre aide sur place et les coupes touchant l'USAID. Plusieurs paramètres entrent en compte. La Croix-Rouge a lancé un appel pour trouver au plus vite 100 millions de dollars afin de venir en aide aux victimes et empêcher de potentielles épidémies. Trouver des survivants, des répliques ont été ressenties à Mandalay, épicentre du séisme. Un dernier bilan officiel communiqué par la junte au pouvoir fait état d'au moins 1700 morts, 3400 blessés et au moins 300 personnes portées disparues. Sachez également que la Croix-Rouge a lancé un appel aux dons. L'organisation humanitaire internationale espère recueillir au moins 100 millions de dollars pour pouvoir faire face à cette catastrophe d'ampleur. Et puis on accueille tout de suite notre invité. Bonjour à vous, Christian Lechevry. Puisqu'il y a un grand nombre de provinces et le nord de l'État Shan qui ont été touchés. Très rapidement, ça a été visible parce que dans la capitale elle-même, des infrastructures d'État ont été atteintes. Des symboles du patrimoine ont également été détruits dans la grande ville de Mandalay, qui est le deuxième plus grand centre urbain du pays. Donc on a présagé très rapidement un grand nombre de victimes, des hôpitaux débordés et des infrastructures de transport indispensables pour acheminer les aides plus loin dans le pays ont été également malmenées. Et toutes les difficultés que vous décrivez à l'instant. Une économie qui est celle d'un pays parmi les moins avancés. Il est évident que les efforts de guerre mis en œuvre par le conseil d'administration de l'État n'ont pas donné une priorité aux infrastructures de santé, aux dispositifs d'aide en général. On avait pu déjà l'observer lors des précédents cyclones qui avaient frappé le pays. Là, on est dans une catastrophe d'une très grande ampleur. C'est probablement le tremblement de terre le plus dévastateur depuis 1912, ce qui explique d'ailleurs que des infrastructures très anciennes sont aujourd'hui abattues. Mais c'est une zone de conflit et donc les télécommunications sont également instables, voire parfois inexistantes, ce qui, une fois encore, limite l'accès à l'information pour délivrer l'aide appropriée, mais aussi évaluer le nombre de victimes et les besoins. L'aide appropriée, alors justement, cette aide internationale, elle arrive progressivement. Il y a d'abord une attention à nos propres ressortissants. Donc l'ambassade s'est mobilisée auprès d'eux de rapporter les informations qui nous viennent du terrain pour apporter les réponses, je dirais, de court et de moyen terme, à la fois à titre national, au travers des organisations des Nations Unies avec lesquelles nous travaillons, à travers l'Union européenne et plus encore avec les organisations de la société civile. Il conviendra que toutes les populations, en quelque lieu qu'elles soient, puissent être atteintes, ce qui n'est pas facile sur le plan politique et sécuritaire. Il est évident qu'un cessez-le-feu sur l'ensemble des fronts serait très utile à la fois pour l'avenir du pays, mais là, je dirais, pour sauver les personnes qui doivent l'être, je dirais, dans les heures qui viennent. On sait que les tremblements de terre, les heures, les minutes sont comptées. Et justement, Christine... La réunion d'urgence des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN
a également appelé à une cessation des hostilités. Cette désescalade de la violence, c'est quelque chose que nous avons toujours soutenu au travers des 5 points de consensus de l'ASEAN. Oui, c'est une nécessité, une fois encore, pour que toutes les victimes, là où elles sont, puissent être atteintes de l'intérieur du pays, mais aussi des pays voisins qui, comme vous le soulignez, se mobilisent, l'Inde, la Thaïlande, la Chine. Est-ce que selon vous, Christian Lechervy, la catastrophe aura des effets de long terme? Il faut bien voir qu'au-delà du bilan victimaire qui est très élevé, les infrastructures seront à reconstruire. On parle déjà au minimum de dégâts à hauteur de 1 milliard de dollars. Il faut remettre aussi en état un service électrique. La ville de Rangoon, qui est pourtant éloignée de l'épicentre, voit aujourd'hui vivre dans le noir. Le nombre d'heures est réduit. Les télécoms, l'accès à l'eau. Donc c'est une catastrophe qu'il va falloir gérer, je dirais, aussi dans le temps et mobiliser les moyens dans le temps. Mais est-ce que ça menace la mise en place de... Naypyidaw va devoir travailler avec la communauté internationale, à la fois financièrement, en termes d'accessibilité, en termes d'information, et puis avec l'espoir que ça engage un véritable processus de paix ouvert et inclusif à toutes les parties. Merci beaucoup Christian Lechervy, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur France 24.